je m'appelle Alexis Brice et je suis le directeur de l'Institut du cerveau et de la moelle épinière. Et donc je suis très heureux d'accueillir cette conférence inaugurale de la Semaine du cerveau à Paris et de voir le succès de cette conférence, grâce bien sûr à la qualité de l'orateur que nous avons aujourd'hui, Jean-Paul Giraud, mais aussi parce que la Semaine du cerveau prend de l'ampleur année après année, et c'est un sujet qui intéresse tout le monde. Donc, notre institut, vous le voyez, est dédié à l'étude du cerveau normal, mais aussi à l'étude du cerveau dans les pathologies qu'il affecte. Et je voulais juste vous dire que nous participons à cette semaine, pas seulement aujourd'hui, mais les autres jours, et en particulier samedi après-midi. Nous avons des portes ouvertes avec différents ateliers. Donc si vous voulez revenir à l'Institut, n'hésitez pas, samedi après-midi, vous aurez des tas de manifestations et d'ateliers pour vous familiariser avec le cerveau et son fonctionnement. Donc, je suis très heureux de vous accueillir à nouveau, et pour ne pas perdre de temps, je vais passer la parole à l'organisateur de la Semaine du cerveau, Roland Salès. Et je voulais préciser qu'il reste une place ici. Donc, merci d'être venu ce soir et bienvenue dans cette Semaine du cerveau. Alors, en tant que coordinateur national de cette semaine, on me demande souvent, mais à quoi ça sert cette semaine? Pourquoi vous l'organisez? Alors, j'ai fait un petit retour historique. Autrefois, quand on se demandait ce qui pouvait bien se passer dans la tête des gens, on n'avait pas vraiment de moyens de savoir et on pouvait attendre longtemps. Et il y en a qui ont attendu jusqu'à leur mort. Alors que maintenant, notre ami William Shakespeare, il aurait attendu 500 ans, il aurait pris un rendez-vous ici pour faire une IRM du cerveau, il aurait même vu son cerveau penser. Alors, comment on en est arrivé là, à rentrer dans cette forteresse impénétrable du cerveau? Mais on a changé d'outils. Du temps de Hamlet, on avait assez peu d'outils pour investiguer cet organe absolument merveilleux d'une complexité fantastique. Et puis, on y a mis le temps et les moyens. Et en accumulant des dizaines d'années, plus de 100 ans, de recherche en biologie cellulaire moléculaire, une cinquantaine d'années d'instrumentation, autant en informatique et mathématiques, et maintenant, avec l'arrivée des très grands instruments comme les IRM pour l'imagerie cérébrale et les big data, eh bien, on en arrive effectivement à voir le cerveau penser. C'est tout ça qu'on va vous raconter pendant la Semaine du cerveau. On va aborder tous les sujets, on va aborder toutes les questions du cerveau sain, du cerveau pathologique, des grandes fonctions, des machineries, de l'histoire, et même des nouvelles prothèses qui sont commandées par la pensée. On va vous le présenter à travers des conférences un peu traditionnelles, mais aussi à travers des animations, beaucoup d'animations scolaires, de plus en plus, à travers aussi des jeux, des ateliers. Et tout ça, ça fait un succès grandissant pour la semaine. J'ai fait une toute petite rétrospective de ces dernières années. On a plus que doublé la fréquentation de la semaine dans toute la France. On a encore augmenté cette année, vous voyez qu'il y a 38 villes qui organisent des manifestations. Et on a cette année une couverture médiatique encore plus grande que l'année dernière. Là, j'avais mis les chiffres de 2015 parce que c'est ceux que j'avais. Et cette année, on a encore été contacté par les médias pour organiser cette semaine. Et vous remarquez tout en bas qu'on a mobilisé l'année dernière plus de 700 bénévoles pour organiser cette semaine. Alors cette semaine, elle a une organisation très déconcentrée. Chaque comité, ici vous avez le comité parisien, chaque comité est libre de ses choix de thèmes et du choix des intervenants. Mais il le fait dans un respect de certaines chartes qu'on essaye de respecter, que ce soit le plus intéressant, mais aussi le plus juste possible. Alors ça se voit aussi dans le nombre de partenaires nationaux. Encore l'année dernière, on n'avait que 6 partenaires nationaux. Cette année, on en a 9. Donc les partenaires historiques, comme la Fondation Dana, la Fédération de la recherche sur le cerveau, nos organismes de recherche, bien sûr, INSERM, INRA, CNRS, et puis depuis quelques années sont venus se joindre
des partenaires très sérieux dans la médiation scientifique, comme la Cité des Sciences, comme je l'ai dit, Cerveau et Psycho, et puis des aides un petit peu extérieures, comme la CASDEN cette année. Et tout ça, là, ça nous fait une manifestation où, vous voyez, on mobilise plein de gens qui sont prêts à vous accueillir, qui vous attendent. Si vous cherchez bien, vous verrez autour de Paris la tête des deux chefs de l'organisation parisienne. Mais si j'ai voulu montrer cette diapo, c'est vraiment pour vous dire que la Semaine du Cerveau, elle n'existerait pas sans la mobilisation de tous ces collègues et beaucoup de jeunes qui sont intéressés, qui méritent toute votre attention et qui méritent qu'on les visite et vos applaudissements. Je vous remercie. Bien oui, la Fédération pour la recherche sur le cerveau est une fédération des associations France Alzheimer, France Parkinson, sclérose en plaques, l'épilepsie, l'UNAFAM pour les maladies psychiatriques. Et depuis 2000, la FRC s'est donné pour mission de mieux connaître le cerveau, je dirais normal, mais aussi le cerveau dans ses dysfonctionnements. C'est pourquoi, et de favoriser les innovations dans ce domaine. Et ça a été bien évidemment notre mission première par des présentations, manifestations, mais aussi par la recherche de fonds, comme nous allons le faire cette semaine, qui est un temps fort de notre communication, dans l'opération dite Neurodon. Donc nous allons dans cette semaine mobiliser une centaine de magasins Carrefour pour une participation au couponing qui permet d'obtenir 2 € à la caisse si le client, bien entendu, accepte de financer ces 2 €. C'est la société Carrefour qui fait remonter tout ce couponing vers la FRC. 2 € remontent bien évidemment intégralement. Donc ça, c'était un premier temps fort. Nous le poursuivons par une opération dite Opération Espoir en tête avec les Rotariens dans toute la France. 470 salles de cinéma projettent dans une avant-première. Cette année, c'est le Livre de la jungle diffusé par les studios Disney. Et cette opération, les droits d'entrée sont payés sur la base de 15 € et un minimum de 8 € remonte à la FRC. C'est une très très belle opération qui permet de financer des matériels sur les plateformes de neurosciences qui restent bien évidemment à la disposition de tous les chercheurs dans toutes les pathologies. Donc on retrouve bien la finalité et l'objet principal de la FRC. Une opération suit ensuite fin avril, début mai pour l'opération des jardins ouverts. Une centaine de jardins ouvrent leurs portes aux visiteurs pour leur jardin. La Fondation des parcs et jardins nous aide dans ce domaine. Et dans le grand sud-ouest, grand ouest, nous avons une centaine de parcs et jardins qui participent. Là aussi, c'est 2 € l'entrée qui revient à la FRC. Donc au total, avec les donateurs fidèles de la FRC, nous collectons plus de 2 millions d'euros, 2 200 000 environ, pour chaque année. Alors ces 2 200 000 sont répercutés dans des actions d'appel à projet. Nous en avons 3. Le premier, c'est un appel à projet de recherche transversale, de recherche fondamentale sur le cerveau. Cette année, le thème, c'est les troubles du sommeil et des cycles circadiens. Donc, ça permet bien évidemment de faire de la recherche dans ce domaine qui sert à plusieurs pathologies. Les troubles du sommeil peuvent être un signe avant-coureur de certaines maladies. Il y a des recherches surtout sur la maladie de Parkinson, par exemple. Donc, cet appel à projet, cette année, nous envisageons de financer pour 350 000 € de subventions à hauteur de 7 subventions de 50 000 €. Une deuxième opération, c'est le financement de dossiers sélectionnés par les conseils scientifiques de nos associations membres. Donc, elles font elles-mêmes de la recherche dans leur pathologie et nous faisons du cofinancement, FRC et associations membres, pour financer leurs appels à projets.
Donc là aussi, ça permet bien évidemment de financer dans la recherche du cerveau sur les maladies spécifiques. Et enfin, nous avons le financement des équipements sur les plateformes de recherche. Ce sont des gros matériels, scanners, IRM, voilà, connectés à des ordinateurs pour avoir les belles photos que vous avez vues tout à l'heure sur le cerveau, sur la bonne compréhension. Et là, nous prévoyons 6 subventions qui vont faire un total d'1 100 000 euros. Depuis la création de la FRC, on peut dire que 18 millions d'euros ont été investis dans la recherche, 9 millions dans les matériels et 9 millions dans la recherche, je dirais, transversale sur le cerveau. Voilà le rôle de la FRC. Et bien évidemment, nous avons aussi un rôle d'information sur la recherche. Je vous invite vraiment à aller sur le site frcneurodon.org et vous verrez que on vous rend compte de tout ce que nous avons financé depuis la création et en même temps, bien évidemment, on met en place également par des liens nos associations. On en fait la promotion. C'est un portail aussi de relais vers nos associations dans les pathologies pour que ceux qui viennent sur notre site puissent se relayer vers les associations membres. Voilà ce que je voulais dire sur la FRC. Donc, bien évidemment, là aussi, sur frcneurodon.org, vous avez une invitation à donner, croyez-moi, sur les 2 200 000 euros, 1 800 000 sont destinés à la recherche. À nos missions, 1 600 000 pour la recherche, 200 000 euros pour l'information sur l'évolution de la recherche, mais 400 000 euros seulement, je dirais, c'est-à-dire moins de 20%, sont pour la recherche de fond et pour le fonctionnement. Donc si vous donnez, au moins 80% vos missions sociales de la FRC. Voilà ce que je voulais vous dire sur la FRC, qui est partenaire, bien entendu, de la Semaine du cerveau. Je vais vous parler de la dopamine, des multiples facettes de la dopamine. Alors vous allez me dire, la dopamine, ça fait longtemps qu'on en entend parler. Certains d'entre nous ont pensé ça. Et en fait, la raison pour laquelle j'ai choisi ce thème, qui est, à mon avis, plus que jamais d'actualité, c'est qu'en fait, c'est un peu un fil d'Ariane qui parcourt l'histoire des neurosciences, qui va, comme j'espère vous l'illustrer un petit peu ce soir, le parcours des sciences n'est jamais un parcours linéaire. On ne prévoit pas à l'avance ce qu'on va découvrir de vraiment intéressant. Et les grands chercheurs qui ont travaillé dans ce domaine ne prévoyaient pas nécessairement du tout ce qu'ils allaient trouver. Et donc, je vais essayer de vous présenter un petit peu l'histoire de la dopamine d'une façon en grande partie historique, mais vous verrez qu'il y a plusieurs branches de l'histoire de ce domaine qui vont se rejoindre. Et c'est en fait relativement récemment qu'on commence à avoir une idée un petit peu cohérente, globale, du rôle de ce neurotransmetteur dans le cerveau et de son implication en pathologie et pourquoi il joue un rôle important. Alors, je n'ai sélectionné bien sûr que quelques aspects des rôles multiples de la dopamine, et pour ceux d'entre vous qui connaissent mieux certaines autres facettes, je vous prie d'avance de m'excuser de cette sélection. Alors, je vais commencer par une devinette que certains connaissent déjà peut-être. Voilà, ce monsieur est une personne apparemment d'un certain âge qui a l'air d'avoir des grandes difficultés pour bouger et dont peut-être bien que les mains sont en train de trembler. Cette photo, beaucoup d'entre vous la connaissent, c'est un célèbre acteur de cinéma qui était connu non seulement pour la grande qualité de ses interprétations, mais aussi pour le fait qu'il avait toujours une cigarette à la main. Et puis cette machine, c'est une machine à sous. Les lecteurs de Lucky Luke savent qu'on l'appelle aussi le bandit manchot. Et il y a certaines personnes qui sont réellement les victimes de bandits manchots. Donc la question que je vous pose, c'est quel est le point commun entre ces trois photographies? Évidemment, je ne vais pas y répondre tout de suite, mais je pense que beaucoup d'entre vous devinent déjà la réponse. Et en tout cas, tout le monde devrait la connaître à la fin de l'exposé. Alors,
Si on essaie de comprendre un petit peu comment fonctionne le système nerveux, il faut essayer d'avoir des points de vue simples. Alors qu'est-ce que c'est qu'un système nerveux? D'une manière très très schématique, on peut dire que c'est une boîte noire. C'est une boîte noire qui reçoit de l'information du monde extérieur et puis qui va traiter cette information. Et ce traitement va aboutir à un certain nombre d'actions et les actions vont avoir des effets sur l'environnement. Alors évidemment, les systèmes nerveux ne sont pas apparus comme ça, ils sont le fruit d'une très longue évolution, et au cours de cette évolution, il y a eu une pression de sélection très forte qui font que eh bien, les systèmes nerveux qu'on connaît actuellement chez les mammifères et chez tous les autres animaux sont extrêmement efficaces, et s'ils avaient une façon de traiter l'information qui soit toujours rigide, toujours la même, eh bien en fait, il n'aurait pas eu du tout d'adaptation à un environnement qui est lui-même extrêmement changeant. Donc en fait, il y a des mécanismes d'apprentissage, et pour que l'apprentissage soit réellement utile, il faut qu'il tienne compte des conséquences de cet apprentissage. Et on peut dire très schématiquement que le système nerveux va tenir compte des effets soit mauvais, des actions qui ont pu être faites, des conséquences nocives, ou alors des effets que le système nerveux va juger étant favorables. Alors, ça n'a rien de très original ni très nouveau. Tout le monde sait que pour faire marcher un âne, eh ben, on a deux choix, on a deux possibilités. C'est soit on utilise le bâton ou alors la carotte. Alors moi, ce soir, je vais uniquement vous parler de la carotte. En fait, dans la réalité, c'est pas si la distinction entre les deux, et quand on regarde un petit peu plus en détail, surtout, c'est pas si clair. Mais néanmoins, je vais me focaliser sur l'apprentissage conditionné par la récompense. Alors, avant de parler de dopamine, je vais prendre une voie un petit peu latérale et pour vous parler justement de cet apprentissage conditionné par la récompense. Et le premier psychologue qui s'est réellement intéressé avec une approche scientifique à ce type de réponse du système nerveux, c'est probablement Thorndike, qui est un Américain qui a travaillé à la fin du 19e siècle et au début du 20e. Et puis, en observant des animaux, en particulier des chats, dans certains tests comportementaux, il avait proposé ce qu'il appelait la loi de l'effet, qui est une réponse comportementale qui a des effets satisfaisants et renforcés, alors que celle qui a des effets inverses est affaiblie. Ensuite, on peut sauter quelques années pour arriver à Skinner, le célèbre Skinner, qui est le fondateur et l'apôtre du comportementalisme, et en fait qui pensait qu'il fallait, pour essayer de comprendre comment fonctionnait le système nerveux, il fallait surtout voir les propriétés, les effets du fonctionnement de ces systèmes nerveux, donc étudier le comportement. Et évidemment, à l'époque, il n'y avait pas grand moyen pour essayer de savoir ce qui se passait à l'intérieur de la boîte noire. Et il avait défini ce qu'il appelait le conditionnement opérant, c'est-à-dire c'est l'apprentissage d'un comportement à l'aide de renforcements positifs ou négatifs. Et pour étudier ce type de questions, il avait mis au point une boîte de comportement opérant, de renforcement opérant, qu'on appelle souvent maintenant la boîte de Skinner, qui est simplement une boîte dans laquelle on peut mettre soit un rat, soit une souris, soit d'autres animaux, différentes choses peuvent être adaptées. Et puis, il y a un petit levier avec des lumières qui indiquent si les choses marchent ou pas, et puis qui donnent des signaux à l'animal. Et puis, éventuellement, il peut y avoir des signaux sonores qui vont permettre le conditionnement. Et surtout, il y a une mangeoire sur laquelle il va y avoir une récompense lorsque l'animal a fait ce que l'expérimentateur attendait. Il y a aussi, ça c'est pour le renforcement positif, et puis pour le renforcement négatif, le plancher de la cage peut être est électrifié et peut recevoir une décharge très minime, mais qui est quand même suffisamment désagréable que l'animal essaye d'éviter de faire ce qui amène à des charges électriques faibles. Alors c'est en utilisant une approche de ce type qu'en fait Holz et Milner, qui étaient deux chercheurs canadiens, enfin Milner toujours, mais Holz est décédé il y a un certain temps. Donc dans les années 50, en 1954, on fait une découverte absolument fondamentale. Cette découverte, c'est ce qu'on a appelé ensuite les systèmes de récompense. Alors en fait, ce qui ne travaillait absolument pas là-dessus, évidemment, il travaillait sur quelque chose qu'on appelle la substance réticulée, qui était très étudiée à cette époque, et il voulait voir les effets de la stimulation à l'intérieur du crâne de cette substance réticulée sur le comportement d'un rat. Et il s'était rendu compte que très curieusement, lorsque le rat était éveillé, il pouvait se déplacer, et lorsqu'on stimulait l'électrode,
eh bien, il s'était rendu compte que le rat avait tendance à revenir à l'endroit où il avait eu sa stimulation. Alors, ils ont eu cette idée qui était assez géniale à l'époque, de se dire, mais que va-t-il se passer si on donne au rat la possibilité de se stimuler lui-même? Et donc, ils l'ont placé dans une boîte comme celle que je vous ai décrite précédemment, où le rat pouvait appuyer sur un petit levier, et quand il appuyait sur le levier, il recevait une stimulation électrique dans certaines régions du cerveau. Et ils se sont rendus compte que lorsque l'électrode était passée dans certaines régions du cerveau, eh bien, l'animal avait tendance à répéter le même comportement. Ça pouvait même envahir complètement son comportement. Il pouvait passer son temps à s'auto-stimuler. Alors en fait, ces observations ont plus d'un demi-siècle maintenant. Et pendant très longtemps, on n'a pas vraiment compris le détail de ce qui pouvait se passer dans ces expériences. Alors la maladie de Parkinson, on va dire quelques mots, était connue depuis déjà plusieurs siècles, et on savait qu'il y avait une disparition de la pigmentation dans une partie du cerveau qu'on appelle le tronc cérébral, qui est en fait un petit peu à la jonction entre la moelle épinière et le cerveau à proprement parler. Et puis vous voyez cette région, alors ça c'est un cerveau normal, donc chez les primates, c'est-à-dire chez les singes et les humains, cette région est très pigmentée, elle contient un pigment comme dans la peau, la mélanine. Et donc on appelle cette région le locus niger, ou plus fréquemment maintenant la substance noire. Vous comprenez pourquoi. Et chez les patients atteints de maladie de Parkinson, cette substance noire devient de plus en plus grise, et voire n'est plus du tout pigmentée, parce qu'on sait maintenant qu'il y a une disparition des neurones. Et en fait, la personne qui a joué un rôle clé pour montrer vraiment le rôle de la dopamine dans la maladie de Parkinson, après les travaux précurseurs de Carlson, c'est ce monsieur, Ole Hornikiewicz, qui est un Autrichien d'origine polonaise, et qui avait montré qu'il y avait une diminution, voire pratiquement impossible de la détecter, la dopamine dans le cerveau du Parkinsonien. Et puis, c'est le premier qui a utilisé la dopa pour essayer de soigner les malades parkinsoniens, et avec un bon succès. Mais en fait, le problème, c'est que, d'une part, les publications initiales étaient publiées en allemand dans les revues de Vienne, de médecine de Vienne, et puis d'autre part, il y a eu des tentatives de répéter les essais de traitement qu'avait fait Hornikiewicz chez les patients, mais avec un succès assez modéré. Et pendant presque pas loin de 10 ans, en fait, enfin un peu moins, mais ça n'a pas très bien marché, ça n'a pas vraiment pris, jusqu'à ce qu'un Américain, Kotsias et ses collaborateurs, refassent des essais avec des fortes doses de dopa et montrent que vraiment c'était efficace. Et là, ça s'est répandu. Certains d'entre vous ont peut-être vu ou entendu parler du film Awakenings, qui montrait les effets spectaculaires de ces premiers traitements chez des personnes qui avaient une maladie, une forme de maladie de Parkinson particulière liée à l'encéphalite de Fanekonomo. Et donc le traitement s'est répandu. Alors quelles sont les cibles des neurones à dopamine? Je vais le simplifier beaucoup, mais la cible principale, c'est une région qu'on appelle le striatum, le corps strié. Alors, c'est pas ça. Alors là, la découverte du corps strié est beaucoup plus ancienne, puisque déjà au XVIIe siècle, dans un célèbre ouvrage d'anatomie de Thomas Willis, qui est très célèbre en histoire de l'anatomie, les dessins étaient faits par un de ses collègues qui s'appelle Christopher Wren, et qui avait disséqué et montré le cerveau de mouton. Donc ce qu'il a fait, c'est qu'il a écarté les deux lobes du cerveau. Vous voyez, les deux ont été écartés, puis on voit un peu ce qui se passe au fond du cerveau, et on voit ces grosses masses qui sont un petit peu striées. Quand on les coupe, on les ouvre, on voit que c'est strié. C'est le mot qui est resté, le striatum, à cause de cet aspect anatomique. Il avait aussi, vous avez reconnu en bas, il avait également ouvert le cervelet. On voit la forme caractéristique du tissu du cervelet. Voilà, alors on peut voir ça de façon un peu plus sophistiquée, avec des reconstitutions 3D qui sont possibles à l'heure actuelle. Donc ce que vous voyez en rouge, là, c'est ce striatum chez un sujet humain. Donc vous voyez que c'est quelque chose qui est une structure qui est au centre du cerveau antérieur. Alors, voilà, je vous ai parlé maintenant de la dopamine, de son rôle dans la motricité, enfin dans le comportement moteur, dans les mouvements, de la localisation des neurones à dopamine, de quelles sont leurs cibles principales. Et puis, pour essayer de réunir tout ça, il nous faut maintenant un troisième chapitre d'histoire
qui, lui, va concerner le mécanisme d'action des drogues addictives. Alors, pour vous parler de ce mécanisme, il faut remonter aussi à quelqu'un qui a joué un rôle très important en neuropharmacologie, c'est Julius Axelrod, qui a également eu le prix Nobel, et qui s'était intéressé à l'époque à l'inactivation. Par quel moyen, en fait, une fois qu'un neurotransmetteur, à l'époque on s'intéressait surtout à la noradrénaline, comment ces neurotransmetteurs sont inactivés une fois qu'ils ont cessé d'agir. Alors il avait mis en évidence plusieurs mécanismes dont je ne parlerai pas en détail, mais ce qu'il avait montré, c'est que en fait, il y a un mécanisme de recapture, c'est-à-dire qu'une fois que le neurotransmetteur, la noradrénaline ou la dopamine est libérée par l'axone pour aller agir sur sa cible, eh bien, le neurone est capable de la récupérer. Alors, en fait, ça va, d'une part, comme ça, elle va cesser d'agir, ce qui est le principal, et puis d'autre part, ça va lui permettre de la réutiliser. Finalement, c'est assez efficace. Et donc, il avait montré, enfin, son laboratoire avait montré que la cocaïne, un psychostimulant bien connu, en fait, bloquait la recapture de ces neurotransmetteurs, de certains neurotransmetteurs. Ensuite, c'était vraiment une période très féconde pour comprendre le mécanisme d'action de molécules importantes, puisque Jacques Glowinski, qui était à l'époque, qui travaillait aux États-Unis avec Julius Axelrod, avait montré que une classe très importante d'antidépresseurs, qu'on appelle les tricycliques, en fait, agit aussi en bloquant la recapture de neurotransmetteurs. Puis les travaux ultérieurs avaient permis de distinguer un peu les choses. En fait, les antidépresseurs bloquent surtout soit la recapture de noradrénaline, soit celle d'un autre composé dont je ne vous ai pas parlé, qui s'appelle la sérotonine, mais qui est aussi très important, mais dont je ne parlerai pas ce soir. Et alors que la cocaïne agit sur tous ces différents neurotransmetteurs, mais est particulièrement efficace sur la dopamine. D'ailleurs, Jacques Glowinski a ensuite poursuivi ses travaux sur la libération de dopamine, et il à Paris, donc au Collège de France, et avec ses collaborateurs, ils ont d'une part montré que la dopamine était non seulement dans le striatum, mais aussi dans le cortex, qui a permis de comprendre pourquoi elle pouvait jouer un rôle aussi dans certains aspects de la maladie mentale, des psychoses. Et puis, il a beaucoup travaillé sur la régulation de la libération de la dopamine à l'intérieur, enfin dans le cerveau, dans le striatum en particulier. Et c'est ces travaux de ce laboratoire et d'autres laboratoires qui ont permis ensuite de mettre en évidence de façon générale le lien entre les drogues qui entraînent une addiction, ce qu'on appelle les drogues en français, et puis la libération de dopamine. Donc c'est des travaux qui ont été faits notamment par le groupe de Di Chiara en Italie. Alors, bon, ce sont des graphiques, simplement, quand la courbe se déplace vers le haut, ça veut dire qu'il y a de la dopamine qui va être libérée. Alors, si on injecte, quand ces auteurs injectaient de la cocaïne à un rat, ils voyaient qu'à l'intérieur de son cerveau, dans une région particulière du striatum, la région ventrale, il y avait une augmentation de la dopamine. Alors là, ce n'était pas très surprenant, on savait que ça empêchait la recapture, donc ça n'avait rien d'extraordinaire. Mais il y a d'autres composés, la nicotine, donc le principe actif du tabac, qui a exactement le même effet. Pourtant, c'est des substances qui ont des mécanismes d'action très différents. Mais l'héroïne, également, fait la même chose, est capable d'augmenter la dopamine dans cette région ventrale du striatum. Enfin, le tétrahydrocannabinol, qui est le principal produit actif du cannabis, fait également la même chose. Donc ça mettait en évidence le fait que des produits qui sont totalement différents, qui font énormément d'effets complètement différents sur l'organisme, sur le cerveau et en dehors du cerveau, et bien, ils partageaient deux choses en commun. Une, c'était d'entraîner des addictions, et la deuxième, c'était d'augmenter la libération, en tout cas la quantité de dopamine à l'extérieur des cellules, dans la région ventrale du striatum. Alors, ça c'est très bien, c'est chez le rat, mais que se passe-t-il chez les sujets humains? En fait, évidemment, on ne peut pas mettre une petite canule pour aller mesurer la libération de dopamine chez les sujets humains. En revanche, il y a des méthodes extrêmement puissantes qui existent maintenant, qui s'appellent par exemple la tomographie par émission de positons, qui par des moyens indirects vont donner une idée de la quantité de dopamine qui est libérée à l'intérieur du cerveau chez quelqu'un qui est parfaitement, non seulement vivant bien sûr, mais éveillé et qui peut faire des activités. Donc, ce qu'on voit, à condition de rester dans la machine, tomographie par émission de positons, bien sûr.
Et donc ce que vous voyez, c'est une coupe du cerveau qui est une coupe d'imagerie par résonance magnétique. Et puis on voyait ces petites régions où il y a de la couleur en plus. Et cette couleur donne une indication de la quantité de dopamine qui a été libérée. Donc ça, c'est un sujet qui a pris de l'amphétamine avant qu'on fasse l'examen. Mais d'autres exemples, si le sujet a simplement consommé de l'alcool, eh bien on voit aussi qu'il y a une augmentation de dopamine dans cette région du cerveau, la région ventrale du striatum. Et puis le simple fait de fumer une cigarette peut également augmenter la dopamine. Donc ce qui avait été mis en évidence chez l'animal est clairement, absolument vrai aussi chez l'humain. Alors, l'addiction, c'est évidemment quand les sujets s'auto-administrent une substance et par définition, c'est quand cette auto-administration devient impossible d'arrêter et non seulement c'est impossible d'arrêter, même si le sujet a le désir d'arrêter et qu'il y a des conséquences toxiques à la consommation de cette substance. On connaît beaucoup d'addictions chez les humains. Mais on peut aussi chez l'animal, développer des modèles qui ressemblent, dans lesquels il va y avoir une auto-administration de drogues addictives. Par exemple, vous voyez ici un rat, c'est une façon schématique, c'est la boîte de Skinner que je vous montrais tout à l'heure. La seule chose, c'est qu'à chaque fois que le rat appuie sur la pédale, il va recevoir une injection de drogue. Alors c'est assez facile à montrer avec l'héroïne ou la cocaïne. Avec d'autres substances, c'est un petit peu plus compliqué, ça nécessite des laboratoires qui maîtrisent très bien ces méthodes. Mais en tout cas, on peut montrer que les drogues addictives, elles sont aussi addictives chez le rat. Alors, je vous ai montré tout à l'heure ces expériences de stimulation intracrânienne que faisaient les rats de Holtz et Milner qui s'auto-stimulaient avec une électrode. Maintenant, je vous donne des éléments pour penser que les drogues addictives pourraient augmenter la dopamine. Alors, on sera en droit de se demander, mais que se passe-t-il si l'animal a la possibilité de se stimuler directement les neurones à dopamine? Alors ça, c'était totalement impossible à faire jusqu'à très récemment. Pourquoi? Parce que si on met une électrode, l'électrode, elle ne va pas regarder si les neurones ils sont à dopamine ou à autre chose. Elle va stimuler tous les neurones qui sont dans la région où elle allait passer l'électrode. Mais depuis quelques années, il y a une nouvelle méthode qui a été mise au point, qui est extrêmement puissante et qui permet une sélectivité incroyable lors de la stimulation, dans les expériences chez l'animal, dans la stimulation de populations de neurones. C'est ce qu'on appelle l'optogénétique. Alors une petite parenthèse pour vous dire d'où vient l'optogénétique, parce qu'en fait, ça illustre une fois de plus les chemins indirects, contournés que prend l'histoire des sciences, et surtout le fait que si on veut trouver une réponse dans le système nerveux, il faut aussi s'intéresser à ce que font d'autres domaines d'activité, et ici c'est les algues unicellulaires. Alors il y a une algue unicellulaire qui s'appelle d'un nom barbare, Chlamydomonas reinhardti, qui est très étudiée pour des questions de bioénergétique par exemple. Mais lorsque tout son matériel génétique a été séquencé, il y a des chercheurs qui travaillaient sur cette algue qui savaient que cette algue était sensible à la lumière et ils ont identifié un gène qui code pour une protéine, je ne rentrerai pas dans les détails, qui s'appelle la canalrhodopsine. Donc normalement, cette protéine s'insère dans les membranes des cellules et puis elle est fermée, alors ça ne fait pas grand-chose. Mais ce qui est fantastique, c'est que lorsqu'il y a une lumière ultraviolette qui illumine la cellule, et bien à ce moment-là, la protéine va changer de forme, il y a un canal qui va s'ouvrir et des ions sodium qui sont à l'extérieur de la cellule vont rentrer à l'intérieur. Et ça, si on fait ça dans un neurone, ça va exciter le neurone. Alors, par des moyens génétiques sur le détail desquels je n'entrerai pas, il y a des moyens de faire exprimer cette canalrhodopsine uniquement dans les neurones qui vous intéressent. Donc par exemple, lorsque ces neurones vont se représenter de façon artistique, si on peut dire, sur ce schéma, donc un neurone qui va contenir la canalrhodopsine en français, eh bien s'il reçoit de la lumière, eh bien, ça va exciter le neurone. Et on peut donc faire ça chez un rat ou une souris par exemple, et puis on lui met une petite fibre optique qui va aller à la surface du crâne et qui va aller juste dans la région où on a des neurones qui expriment la canalrhodopsine. Donc lorsque on va envoyer de la lumière par la fibre optique, et bien ça va exciter sélectivement les neurones qui sont ciblés. Alors ça a été fait pour savoir ce que faisaient les neurones à dopamine. Donc, il y a plusieurs groupes qui ont fait ça. Et là, je vous montre une diapositive que
je dois à Christian Lucher, de l'université de Gênes, qui a développé tout ça dans son laboratoire récemment. Donc vous allez voir une petite souris qui a une fibre optique qui va qui va jusque dans la région des neurones à dopamine. Il n'y a que les neurones à dopamine qui expriment la canal rhodopsine. Donc, quand elle va appuyer sur le levier, c'est une boîte de Skinner, quand elle appuie sur le levier, elle va envoyer un petit peu de lumière et hop, ça va stimuler ses neurones à dopamine. Vous voyez qu'elle a tendance à... Au début, elle découvre, et puis elle commence à répéter cette action, à stimuler de plus en plus. Alors, évidemment, elle ne comprend pas ce qui se passe, mais vous voyez que l'animal va avoir tendance à répéter le comportement et à stimuler de plus en plus ses neurones à dopamine. Et en fait, là, c'est pas dans la diapositive, mais si on regarde, si on lui laisse la possibilité, l'animal va vraiment pouvoir être complètement addict, entre guillemets, à son autostimulation des neurones à dopamine. Alors, ça c'est au laboratoire, mais qu'est-ce qui active les neurones à dopamine normalement? Alors, je vais essayer de vous introduire une expérience qui a eu un rôle absolument majeur, là aussi dans la compréhension des neurones à dopamine, qui met en évidence qui sont en fait activés par les bonnes surprises. Alors, pour essayer de comprendre ça, il faut que vous regardiez ça, ces espèces de traits noirs, plus il y en a, plus le neurone à dopamine est actif. Donc, c'est des expériences qui sont faites chez le singe, dans lequel le singe fait un comportement et fait autre chose. Et puis, en fait, les expérimentateurs peuvent savoir quelle est l'activité de ces neurones à dopamine. Puis quand il y a un pic comme ça, vous voyez, ça, c'est les neurones ont été activés. Et de façon encore complètement fortuite, là, Wolfram Schultz et Ranulfo Romo, qui avaient fait initialement ces expériences, ils s'intéressaient à complètement autre chose. Et pour apprendre quelque chose à un singe, pour qu'il fasse ce qu'on souhaite dans les expériences, on lui donne une petite récompense, un petit peu de jus de fruits. Et il s'était aperçu qu'à chaque fois que le singe avait une récompense, avait une petite goutte de jus de fruits, et ben, hop, ça activait les neurones à dopamine. Alors après, ils ont essayé de comprendre ce qui se passait, ils ont fait du conditionnement, ils ont montré une image particulière, qui est par exemple illustrée ici, quelque chose qui ne voulait rien dire, mais le singe se rendait compte, après un certain temps d'entraînement, qu'à chaque fois qu'il voyait cette image, quelques secondes plus tard, il allait avoir un peu de jus de fruits. Donc c'est un stimulus, ce qu'on appelle un stimulus conditionné. Et ce qu'ont constaté Schultz et ses collaborateurs, c'est qu'en fait, lorsque cet apprentissage a été fait, vous voyez, le pic d'activité des neurones à dopamine, il a lieu au moment où le singe, alors qu'il ne s'y attend pas, il voit l'image qui annonce la récompense. Par contre, après, il sait bien qu'il va avoir sa récompense, son jus de fruits, plus rien ne se passe, ça ne change rien. Alors, ils ont essayé ensuite de voir ce qui se passait si jamais il ne donnait pas la récompense en question. Voilà. Donc, alors, le singe voit la petite image. Normalement, ça annonce une récompense, donc très bien. Ces neurones à dopamine sont très contents. Je ne sais pas s'ils sont contents, en tout cas, ils s'activent. Mais au moment où le singe devrait recevoir la récompense, son cerveau s'attend à ce qu'il ait cette récompense, eh bien, il n'y en a pas, il n'y a pas de jus de fruits. Et à ce moment-là, vous voyez qu'il y a l'inverse, il y a une inhibition, une diminution, les neurones deviennent presque silencieux pendant quelques fractions de secondes. Et ça, c'est quelque chose qui a l'air peut-être un peu spécialisé comme ça, mais en fait, c'est très important parce que jusqu'alors, les gens pensaient que les neurones à dopamine, finalement, c'était quelque chose, c'était la récompense, c'était le plaisir, c'était quelque chose comme ça. Et en fait, ce qu'a montré ces travaux, c'est que c'est quelque chose de beaucoup plus subtil, beaucoup plus fin. C'est en fait, ils codent pour les erreurs de prédiction de récompense. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, le singe ne s'attend à rien. Sa prédiction, c'est je ne sais pas ce qui va se passer. Il a une récompense inattendue. Hop, les neurones s'activent. Deuxième cas, il a été conditionné, il sait qu'une certaine image, ça va être une récompense. Mais il ne sait pas quand l'image va arriver. Alors quand il voit l'image, ça le surprend, il ne s'attend pas. Et à ce moment-là, ces neurones à dopamine sont activés. En revanche, après, le jus de fruits, c'est automatique, il vient à chaque fois. Donc il n'y a plus de surprise, il n'y a pas de... Donc il prédit qu'il va... Enfin, ces neurones prédisent qu'il va y avoir une récompense. Il y a une récompense, donc pas d'activation. Puis dernière circonstance, il a eu sa bonne surprise, il y a eu l'image qui annonce le jus de fruits, et puis donc les neurones prédisent, oui, il va y avoir la récompense. Pas de chance, il n'y a pas de récompense. À ce moment-là, il y a une inhibition. Donc vous voyez, c'est
il code pour les erreurs de prédiction de récompense. Et ça a eu un retentissement énorme parce qu'il y a des gens, des mathématiciens, des informaticiens, des modélisateurs qui font des circuits pour essayer de trouver des systèmes neuronaux artificiels ou théoriques qui seraient capables d'apprentissage. Et en fait, ils avaient besoin, pour certains de ces modèles en tout cas, ils avaient besoin de quelque chose qui serait capable de prédire les erreurs de prédiction, de coder pour les erreurs de prédiction de récompense. Donc il y avait absolument besoin de ce composant. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails de ce type de modèle parce que ça serait un petit peu compliqué, mais en revanche, ça explique pourquoi ces travaux ont eu un retentissement considérable, parce qu'ils donnaient pour la première fois un véritable substratum neurofonctionnel à des approches qui étaient jusque-là plutôt théoriques. Et d'ailleurs, ce qui est assez fantastique, c'est qu'en plus de ces erreurs de prédiction de récompense, il y a aussi l'incertitude qui semble jouer un rôle. Donc que se passe-t-il si on rajoute un côté un petit peu incertain à ces prédictions, si on joue au dé d'une certaine façon? Donc une nouvelle expérience chez le singe de Schultz, donc même chose que tout à l'heure, il a été conditionné, il voit l'image, à ce moment-là, ces neurones à erreur de prédiction de récompense, il ne s'attend pas à la bonne surprise, les neurones sont activés. Mais dans ce conditionnement, cette fois-ci, ce que le singe a appris, c'est que quand il voyait l'image, ce n'était pas gagné. Il avait juste une chance sur deux d'avoir son jus de fruits. Alors que se passe-t-il au niveau de ces neurones à dopamine? Vous voyez ici, donc il y a une incertitude. Donc vous voyez qu'en fait, il y a une activité continue, basale, qui augmente de ces neurones à dopamine pendant toute la période où en fait, il ne sait pas encore s'il va gagner ou pas gagner son jus de fruits. Et puis si, quand même, c'est un essai gagnant, alors ici, cette expérience, c'est des essais gagnants, donc vous voyez, il y a une deuxième activation. Donc si on rajoute une incertitude sur cette erreur de prédiction de récompense, il y a en même temps une activation de fond des neurones à dopamine qui, en fait, anticipe la bonne surprise. Et si la bonne surprise a lieu, il y a encore plus d'activation. Donc vous voyez, on commence à avoir, grâce à ces travaux, puis de très nombreux autres, une bonne idée du caractère extrêmement subtil et important pour l'apprentissage de ce que peuvent coder ces neurones. Alors, très bien, ils codent pour ça, mais quel intérêt finalement? À quoi ça va servir? Quels vont être les effets de ces neurones à dopamine? Alors, ils sont, comme vous avez pu le comprendre avec les expériences chez les lapins tout à l'heure, ou ce dont on parlait pour la maladie de Parkinson. Donc, si on n'a pas de dopamine, on ne se porte pas bien, on a des difficultés à bouger. D'ailleurs, en fait, c'est pire que ça. Chez l'animal, chez la souris, grâce à des mutations, il a pu être montré, on peut débarrasser complètement la souris de dopamine. Si on fait ça, uniquement dans les neurones à dopamine, eh bien, si on fait ça, en fait, la souris, c'est pas viable. La souris ne peut pas survivre. Elle ne peut survivre que si on lui donne de la dopa, de la L-dopa. Et si on arrête la L-dopa, à nouveau, elle est bloquée, elle ne mange plus, elle ne boit plus, elle ne peut plus bouger. Donc c'est important quand même, les neurones à dopamine. Alors, si on essaye de voir un petit peu plus en détail, là je vous épargne toutes les expériences, mais il faut aller au niveau du striatum, puisque c'est là la cible principale des neurones à dopamine, c'est le striatum. Donc pour essayer de comprendre ce que fait ce striatum, il reçoit des informations, il est au centre du cerveau, il reçoit des informations de tout le cortex en fait. Le cortex, c'est très important pour toutes les grandes fonctions, et c'est lui qui commande la motricité, mais qui reçoit des informations sensorielles, sensitives, etc. Et en fait, il envoie toutes ces informations au striatum, et en fait, dans le striatum, il y a deux types de voies qui vont être mises en œuvre. En fait, c'est un peu comme s'il y avait une voiture avec un accélérateur. Donc, il y a une première voie qui va faciliter les mouvements, faciliter l'action. Puis, il y a une deuxième voie, c'est le frein, si vous voulez, d'une certaine manière. Elle va, au contraire, inhiber les mouvements, elle va inhiber l'action. Et en fait, ce que fait la dopamine, je raccourcis de très très nombreux travaux de façon extrêmement schématique. Ce que fait la dopamine, c'est elle pilote un peu ça en facilitant un peu l'action de l'accélérateur et en bloquant un petit peu l'action du frein. Donc en fait, c'est elle qui dose, ces informations qui viennent des neurones à dopamine permettent de doser la balance entre ces deux systèmes. Alors, pour mettre en évidence ce rôle que je viens de vous dire, ça a été suspecté depuis longtemps, mais ça a été vraiment mis en évidence de façon très caractéristique grâce aux méthodes d'optogénétique au cours des dernières années. Donc voici ce qui se passe. Alors là, je ne vous montre pas de vidéo, c'est donc un travail d'auteurs américains qui ont regardé ce qui se passait
si on stimulait uniquement les neurones de l'accélérateur, de la voie facilitatrice. Donc ça, c'est là vous êtes au plafond ou en avion, vous regardez le déplacement de la souris. Est-ce que vous voyez les petits ça c'est le trajet que fait la souris tant que le laser est éteint, tant qu'on ne stimule pas ces neurones D1. Et puis, si jamais on stimule les neurones de l'accélérateur, spécifiquement dans le striatum, ben vous voyez ce qu'elle se met à parcourir pendant le même temps. Elle court dans tous les sens. Donc, c'est vraiment, ça mettait en évidence le fait que ces neurones de type D1 du striatum, vraiment, ils facilitent le mouvement. On peut faire l'expérience inverse. Donc, cette fois-ci, la sonde optogénétique, la canal rhodopsine est dans les neurones de la voie inhibitrice. Eh bien, vous voyez, bon, la souris elle se balade tranquillement tant que le laser n'est pas allumé. Et puis, si le laser est allumé, pof, elle ne bouge plus, elle reste au même endroit. Donc, ça vous montre que la stimulation de cette voie inhibitrice, ça bloque vraiment l'animal. Alors, que se passe-t-il tout ça est très schématique, hein, j'évite plein de détails qui ont évidemment leur importance, mais que se passe-t-il, pense-t-on, lorsqu'il n'y a pas de dopamine chez un sujet, par exemple, atteint de la maladie de Parkinson? Mais en l'absence de dopamine, il n'y a plus cet équilibre entre les deux voies. Donc la voie facilitatrice qui a besoin d'un peu de dopamine pour agir, elle ne marche plus. En revanche, la voie inhibitrice qui normalement est freinée par la dopamine, elle marche très bien. Et puis, donc, il y a une inhibition, et donc ça inhibe l'action, ça inhibe le mouvement, et ça explique une partie de certains symptômes des maladies parkinsoniennes, en particulier la difficulté considérable pour faire des mouvements. Alors on peut améliorer ça en donnant la L-Dopa, comme je vous l'avais dit, mais il y a d'autres façons de faire, et en particulier, sans rentrer dans les détails, un des maillons sur cette voie inhibitrice, c'est représenté par cette structure qui joue un rôle très important, qui est le noyau sous-thalamique. Alors, si on pouvait se débarrasser du noyau sous-thalamique, finalement, ça pourrait empêcher ce frein, cette inhibition. Mais la difficulté, c'est qu'on ne peut pas le détruire par la chirurgie parce que ce noyau sous-thalamique est à un endroit vraiment très sensible du cerveau, clé, et en plus, si on le détruit, si jamais on s'est trompé, on ne peut pas revenir en arrière. Donc il y a une méthode fantastique qui a été développée il y a maintenant une vingtaine d'années et qui a connu un essor considérable, c'est la stimulation cérébrale profonde. Et cette fois, donc au lieu, le chirurgien va implanter une électrode particulière dans ce noyau sous-thalamique, et puis il va faire passer un certain courant de stimulation, et ça va, on pense, parce qu'en fait le mécanisme d'action n'est pas encore complètement clair, mais on pense que ça empêche le noyau sous-thalamique de fonctionner normalement, et ça va faire en quelque sorte comme si on l'avait détruit. Alors je vais vous illustrer ça, vous allez voir les effets chez un patient. Donc c'est voilà, c'est un monsieur qui a, comme vous le voyez, là, il n'a pas de traitement et il a énormément de... C'est un monsieur qui a atteint la maladie de Parkinson et qui a beaucoup de difficultés à bouger. Donc, je n'ai pas besoin d'être neurologue pour se rendre compte. Et puis, si vous regardez ce qui se passe après, alors qu'il reçoit la stimulation du noyau sous-thalamique, vous voyez que c'est vraiment un effet remarquable. Donc, la dissection anatomique et fonctionnelle de tous ces circuits a permis de développer ce type de méthode. Ça a été développé chez l'homme par Benhamid à Grenoble. Hein. C'est une thérapie qui a connu son essor en France, qui maintenant est très utilisée. Et surtout, ce qui est important, c'est que c'est applicable dans d'autres domaines, bien au-delà de la maladie de Parkinson. Il y a beaucoup de recherches en cours, soit pour des maladies neurologiques graves, soit pour des maladies psychiatriques très graves, aussi de voir comment on peut les améliorer, pas forcément en stimulant exactement le même endroit, mais en stimulant différents endroits du cerveau. Alors comment peut-on essayer de comprendre ce rôle de la dopamine avec ses effets inhibiteurs, ses effets activateurs, la balance entre les deux, mais plus précisément, pourquoi c'est si important pour réaliser des mouvements ou pour réaliser des actions? Alors, une interprétation qui est très souvent mise en avant, c'est la suivante, et je vais essayer de vous expliquer un peu de quoi il s'agit. C'est ce qu'on appelle la sélection d'action. Alors, la sélection d'action, ça n'a rien de compliqué, c'est quelque chose auquel sont confrontés tous les animaux, mais sont confrontés aussi les systèmes informatiques, les robots, qui doivent faire quelque chose. Le problème est le suivant. Lorsque les ressources motrices sont limitées,
eh bien, dans une circonstance donnée, il faut consacrer toutes ces ressources motrices à une seule action. Parce que si on essaye de faire deux choses en même temps, on le sait tous, ça ne marche pas. Donc, par exemple, si on s'intéresse à une action de type action alimentaire, en fonction des conditions internes et externes, est-ce que selon la dernière fois que l'animal a mangé, a bu, est-ce qu'il fait chaud, etc., eh bien, il va falloir que le cerveau décide est-ce qu'il faut manger pour satisfaire l'équilibre énergétique ou est-ce qu'il faut boire pour satisfaire l'équilibre hydrique. Mais on ne peut pas faire les deux parce qu'on a des ressources motrices limitées. Donc, il y a des systèmes de sélection d'action qui vont permettre, par exemple, de choisir de manger. Et puis, il faut que ces systèmes puissent réagir très vite parce qu'il va peut-être arriver un prédateur l'animal est tranquillement en train de manger, puis il y a un prédateur qui va arriver, donc immédiatement il y a un danger, il faut tout balancer et se mettre à fuir pour survivre. Donc ces systèmes de sélection d'action sont fondamentaux pour choisir entre différentes conduites. Et puis, ça, c'est si on prend ça des conduites sophistiquées, mais exactement le même problème se pose pour faire un mouvement. Lorsqu'on veut faire un mouvement, si je veux poser cet objet sur le bureau, eh bien, non seulement il faut pour le faire, il faut à la fois que j'active tous mes muscles qui vont me permettre de poser l'objet ou de le reprendre ensuite, mais en même temps, il faut que j'inhibe, que j'empêche de fonctionner tous les autres systèmes musculaires possibles, tous les autres muscles. Donc il faut sélectionner un groupe d'actions musculaires, un groupe d'activation de muscles approprié au mouvement. Donc c'est un problème finalement de traitement de l'information, un problème computationnel qui est le même à différentes échelles. Et donc l'idée, c'est que les ganglions de la base, donc qui comprennent le striatum et qui comprennent le contrôle par la dopamine, joueraient ce rôle. Et pour chacun si c'est la région dorsale du striatum, ça concerne plutôt les mouvements. Si c'est la région ventrale, ça concerne plutôt les grands comportements. Et bien l'idée, c'est que l'équilibre entre la voie D1 dont je vous parlais tout à l'heure, qui va faciliter l'action, et puis les neurones des voies qui sont inhibitrices, c'est ces contrastes entre les deux qui vont permettre réellement de réaliser des mouvements ou de choisir une action et pas les autres. Et puis comme l'équilibre entre les deux dépend de la dopamine, si il n'y a pas de dopamine, et bien ça ne fonctionne pas bien. Alors, pour terminer cette partie, je vais juste vous évoquer très brièvement, parce que ça fait appel à des mécanismes intracellulaires, de comprendre un peu comment la dopamine va pouvoir faire ses effets. Parce que là, on a vu les effets sur les systèmes neuronaux, sur les mouvements, sur l'action, mais comment elle agit au niveau des neurones cibles. Alors, la dopamine, comme tous les neurotransmetteurs, en fait, on a vu tout à l'heure qu'elle a été libérée par les terminaisons nerveuses, et bien elle va ensuite aller agir sur les neurones cibles en se fixant sur des récepteurs. Et en fait, il y a plusieurs types de récepteurs de la dopamine, je ne rentrerai pas dans les détails. Et dans le cadre de ce type de neurotransmetteur, on parle d'une transmission lente, on parle de neuromodulateurs. Ce ne sont pas des récepteurs qui vont immédiatement, comme la channel rhodopsine, activer, exciter la cellule cible. Ce sont plutôt des mécanismes qui vont moduler sa réponse, moduler son action. Et un chercheur qui a beaucoup contribué à la dissection de ces mécanismes à l'intérieur de la cellule, c'est Paul Greengard, qui a montré que le mécanisme d'action de tout ce type de neurotransmetteurs, finalement, ça faisait intervenir une modification chimique de protéines intracellulaires, une modification qu'on appelle la phosphorylation. C'est-à-dire que vous allez avoir un phosphate qui va être mis par des systèmes d'enzymes particulières sur la protéine, ça va modifier ses propriétés et c'est ça qui va permettre l'action. Alors en fait, il existe, je ne rentrerai pas du tout dans les détails, mais il existe différents types de récepteurs pour la dopamine qui en fait ont des effets opposés. Et si tout à l'heure je vous ai dit que dans le striatum il y avait une voie qu'on pouvait appeler D1 et une autre qu'on pouvait appeler D2, ben c'est tout simplement parce qu'elles ont des récepteurs de type D1 et de type D2 de la dopamine. Et alors, ces voies de phosphorylation vont être activées en permanence lorsque les neurones sont stimulés et vont avoir des conséquences importantes que je vais vous illustrer. Je vais vous illustrer ça c'est une expérience qui avait été faite il y a quelques années au laboratoire.
en regardant les effets de la cocaïne, donc qui augmente la dopamine, sur une certaine protéine kinase dont l'activation par la cocaïne avait été mise en évidence par Jocelyne Caboche et Emmanuel Valjean à côté, à l'université Pierre-et-Marie Curie. Et donc, lorsqu'Emmanuel Valjean était venu au laboratoire, on avait essayé de voir dans quel type de neurones se passait cette activation. Donc ça, ce que vous voyez, c'est une coupe de cerveau de souris qui a reçu 15 minutes avant une injection de cocaïne. Et puis avec des méthodes de coloration particulière, on peut mettre en évidence les neurones, vous voyez les corps cellulaires des neurones dans lesquels cette protéine kinase a été activée. Ils sont tout rouges, ils sont marqués. Et puis en fait, ces souris expriment aussi un autre marqueur, qui est un marqueur vert, qui permet d'identifier les neurones D1. Donc vous voyez, en fait, on voit que le marqueur rouge, il est seulement dans certains des neurones verts. Alors ça, du coup, ça fait orange. On voit jaune-orange, si vous voulez, parce que donc en fait, ça montre que la cocaïne ne va activer cette protéine kinase, cette voie, à l'intérieur des neurones cibles, uniquement dans une sous-population, dans une partie des neurones qui sont les neurones facilitateurs, excitateurs, dans le striatum. Et puis si on fait la même expérience dans une autre souris, mais qui cette fois exprime le marqueur vert dans l'autre voie, dans la voie inhibitrice, les neurones D2, vous voyez que là, il n'y a pas du tout de mélange. Les neurones qui ont été activés par la cocaïne, ils sont rouges, et puis les neurones D2, ils sont verts. Donc il y a cette fois-ci une exclusion complète. Donc on peut, avec ce type d'approche, disséquer quelles sont les voies moléculaires qui sont activées dans telle ou telle population de neurones. Alors, ça, on pense que c'est quelque chose qui est important parce que lorsque cette voie de signalisation particulière est activée, eh bien, ça va entraîner des adaptations à long terme des neurones qui vont donc, d'une certaine façon, se souvenir, entre guillemets, de ce qui a été des circonstances dans lesquelles la dopamine a été libérée. Et ça ne marche que s'il y a à la fois une activation de ces neurones par le cortex, par ce neurotransmetteur qui est le glutamate, donc qui donne une information sur le contexte interne et externe, et puis il faut qu'il y ait aussi une activation, il faut qu'il y ait une bonne surprise, la dopamine, donc la récompense imprévue. Et donc c'est la coïncidence des deux qui va permettre la mise en jeu de cette voie de signalisation. Alors ça c'est juste un exemple parce qu'il y a énormément de travaux qui sont faits pour essayer de comprendre comment agit la dopamine au niveau des cellules cibles. Alors, à ce stade-là, je vais résumer tout ce que je vais essayer de résumer tout ce que je vous ai dit sur la dopamine. Donc nous avons notre cerveau, cette boîte noire, qui va faire ses actions, qui va avoir des effets. Et puis si ces effets, c'est une bonne surprise, eh ben, ça va augmenter la dopamine. Et ça va participer au mécanisme d'apprentissage. Et puis, à quoi sert la dopamine? Alors je ne vous ai pas montré des données pour tout, mais ça a différentes fonctions, en fait, selon l'échelle de temps à laquelle on se place. Mais là, j'ai insisté sur ce fait, elle facilite l'action, le mouvement, le comportement. Mais on sait aussi qu'elle sous-tend la motivation. C'est un des composants importants de ce qu'on appelle la motivation, le fait qu'on va consacrer plus ou moins d'efforts pour obtenir un objectif, une récompense. Et puis, elle renforce aussi, elle participe directement dans les mécanismes d'apprentissage au niveau cellulaire. Alors ça, c'est le rôle normal de la dopamine. Quel est son rôle dans des conditions pathologiques? Eh bien, on a vu que s'il n'y a pas de dopamine, eh bien, c'est ça qui entraîne la maladie de Parkinson. Et puis, on sait maintenant que toutes les drogues addictives, y compris, bien entendu, la nicotine, mais également les jeux, et surtout les jeux de hasard chez certaines personnes, vont pouvoir pirater le système normal de la dopamine. Les drogues, elles vont agir chimiquement par différents moyens, elles vont entraîner à chaque fois une augmentation de la dopamine, alors que les jeux de hasard, c'est pas un stimulus chimique, c'est simplement ils recrutent de façon très efficace, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, dans l'expérience où le singe ne sait pas s'il va avoir ou pas sa récompense. Donc, pas chez tout le monde, mais chez certaines personnes, ça va entraîner des comportements pathologiques, et on pense à l'heure actuelle que c'est un des composants majeurs qui va amener aux addictions. Il y a d'autres composants qui entrent en ligne de compte, mais c'est un des composants majeurs. Alors donc, voilà, alors, je vous ai décrit en long, en large et en détail la dopamine. J'ai passé sous silence de nombreux autres aspects qui sont également très importants, mais pour essayer de vous exposer de façon claire la contribution de la dopamine, j'ai négligé beaucoup d'autres neurotransmetteurs qui sont évidemment
très important. Et d'autre part, je n'ai pas non plus parlé, la dopamine joue un rôle dans d'autres affections. On sait par exemple que les médicaments qui empêchent l'action de la dopamine sur les récepteurs de la dopamine ont un effet thérapeutique dans la schizophrénie par exemple, et donc on pense que ces systèmes sont également impliqués dans certaines maladies mentales, et je ne rentrerai pas du tout dans les détails. Donc ce que je voudrais juste pour terminer et conclure, c'est vous donner 3 pistes, 3 sujets de recherche qui sont actuellement poursuivis par différents laboratoires dans le monde et qui sont en pleine activité. Le premier sujet de recherche est le suivant. Je vous ai présenté les neurones à dopamine comme étant essentiellement sensibles aux erreurs de prédiction de récompense. Et malheureusement, c'est un peu une simplification. Ce n'est pas tout à fait uniquement ça. Il y a probablement d'autres éléments qui déclenchent l'activité de ces neurones. Alors, c'est illustré ici. C'est une représentation qui est différente de celle que je vous ai montrée tout à l'heure. Mais quand ça va vers le haut, c'est que les neurones à dopamine sont activés. Et le singe a reçu une petite récompense. Et puis, si on lui donne un stimulus légèrement désagréable, juste une petite bouffée d'air sur le visage, ils n'aiment pas tellement ça. Et hop, ça entraîne une diminution de l'activité des neurones à dopamine. Mais ça, c'est vrai qu'une grande partie des neurones, mais pas tous. Ça, c'est ceux qui sont sensibles à la valeur du stimulus. Est-ce que c'est un stimulus positif, une récompense, ou est-ce que c'est désagréable? En fait, il y a d'autres neurones qui, eux, la valeur leur est complètement indifférente. Ce qui compte, c'est que le stimulus soit remarquable. C'est quelque chose qui les surprend. Et vous voyez que ce soit positif ou négatif, ça va ça va augmenter l'activité de certains de ces neurones à dopamine. Donc il y a beaucoup de travaux à l'heure actuelle qui ont pour but de disséquer ces mécanismes, de comprendre est-ce que ce sont les mêmes mécanismes, quel rôle jouent-ils dans l'apprentissage, et comment cela nous amène à réinterpréter en fait la vision un peu générale que je vous ai décrite précédemment. Premier sujet. Deuxième sujet qui est très étudié et je pense extrêmement intéressant, c'est ces neurones à dopamine, ils sont au milieu du cerveau, ils codent pour les erreurs de récompense, mais alors vraiment, pourquoi? Quelles sont les informations qu'ils reçoivent qui leur permettent d'avoir ce code? Alors en fait, de nombreuses équipes sont actuellement en train d'essayer de disséquer quelles sont les régulations qui contrôlent les neurones à dopamine. Alors c'est des sujets qui sont en cours. Je vous mentionnerai simplement un seul de ces une seule de ces régions cérébrales qui contrôle les neurones à dopamine, c'est ce qu'on appelle l'abénula. L'abénula, c'est un petit lambeau de chair. Alors donc pendant longtemps, c'était un peu négligé. Chez les humains, c'est minuscule, c'est au centre du cerveau, au-dessus du thalamus. Et puis, c'est proportionnellement un petit peu plus gros dans le cerveau du rat. Et puis, maintenant, c'est un sujet d'intérêt considérable parce qu'on s'est rendu compte que la partie latérale de la bénula contrôlait notamment l'activité des neurones à dopamine. Alors, je vais vous l'illustrer par toujours le même type de représentation. Donc, vous voyez toujours un enregistrement des neurones à dopamine. Vous voyez que l'animal a reçu une récompense, ça augmente l'activité. Donc là, on est dans les neurones à dopamine. Il a reçu une récompense, ça augmente l'activité de ces neurones. Il n'a pas de récompense, ça diminue l'activité des neurones. C'est exactement ce que je vous ai montré à plusieurs reprises. Maintenant, que se passe-t-il si on regarde dans la bénula? Dans la bénula, c'est l'inverse. Pas de récompense, les neurones sont activés. Récompense, ils sont inhibés. Et donc, en fait, on pense qu'on a remonté un cran, et qu'on comprend maintenant que ce sont ces neurones de la bénula, avec d'autres, qui intègrent l'information qui vient de différentes régions du cerveau pour savoir si le stimulus était positif et négatif. Et puis, c'est eux qui arrivent à contrôler l'activité des neurones à dopamine. Alors, c'est particulièrement intéressant parce qu'on sait que ce système-là est également impliqué dans la dépression. Il y a même eu des tentatives de stimulation cérébrale profonde dans la région de la bénula qui semblaient donner des résultats intéressants pour la dépression. Alors, je ne pense pas que ce soit nécessairement une voie thérapeutique très féconde de stimuler cette région avec la stimulation cérébrale profonde, mais en tout cas, ça montre que c'est une région qui peut jouer un rôle clé, non seulement dans le contrôle des neurones à dopamine, mais aussi dans les stimuli négatifs et ce qui accompagne la dépression. Troisième niveau, et ce sera le dernier, c'est toutes ces modifications. Je vous ai dit que ça servait à l'apprentissage, ça va faire des modifications prolongées, des conduites de l'animal, il va apprendre quelque chose. Nous aussi, on apprend grâce au même système.
eh bien, qu'est-ce que ça va modifier au niveau des circuits neuronaux? En fait, on sait que tous ces phénomènes d'apprentissage, ici dans le striatum, ça va impliquer des modifications des synapses, des contacts entre les neurones qui vont être modifiés. Mais on sait aussi que non seulement lorsque certaines synapses vont être activées, par exemple avec la dopamine et le glutamate, comme je vous le disais tout à l'heure, l'activation de cette voie R, ça va avoir des conséquences sur le noyau des neurones. Dans le noyau des neurones, qu'est-ce qu'il y a? Il y a en fait l'ADN, le matériel génétique, qui en permanence exprime des gènes qui va permettre le fonctionnement normal du neurone. Alors, c'est très intéressant d'essayer de comprendre, parce que les modifications qui vont avoir lieu au niveau du noyau, du corps cellulaire, vont pouvoir retentir non seulement sur certaines synapses, mais également sur l'ensemble du neurone considéré. Et donc, beaucoup de laboratoires, dont le nôtre, s'intéressent à essayer d'identifier quelles sont les modifications qui peuvent avoir lieu au niveau du noyau, ce qu'on appelle des modifications épigénétiques, c'est-à-dire que les gènes ne sont pas changés, mais il y a des modifications qui ont lieu, qui modifient de façon durable l'expression des gènes, et peut-être que ça intervient aussi dans la mémorisation à long terme, en permettant certains aspects de maintien de ces différences de contact synaptique. Donc ça, ce sont des sujets de recherche, et ça serait très intéressant aussi en pathologie, parce que si on pouvait comprendre quels sont les mécanismes qui maintiennent les comportements pathologiques, par exemple dans le domaine de l'addiction, ça serait évidemment des pistes pour pouvoir réverser de tels comportements. Donc voilà, mais écoutez, j'espère que je vous ai donné un certain intérêt pour la dopamine, en vous racontant un petit peu toutes les recherches qui ont eu lieu depuis plus de 60 ans maintenant, et en essayant d'illustrer comment la science n'avance pas en ligne droite, mais avance par des chemins détournés qui se rejoignent et qui finalement donnent des progrès considérables. Et maintenant, on commence à voir, dans le cas de la dopamine, une bonne vision de ce qui peut se passer, mais c'est une vision encore très très partielle, et d'autres, dans quelques années, sûrement enrichiront considérablement ce type de description. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite une bonne soirée.